Bonjour, bonjour tout le monde. Euh, Aujourd'hui, je vais faire des petites critiques, des petits commentaires. On va avoir le plaisir d'écouter deux anges de lumière qui nous apportent le bonheur, la paix, la sérénité, puis une saturation lumineuse visuelle aussi assez forte. On va les écouter. C'est une vidéo qui dure 36 minutes et puis qui nous parle de la science des émotions, mais en fait, qui ne nous en parle pas du tout. Et puis, je vous présente, sans plus tarder, Lucie Mandeville et Philippe Guillemant, euh, ce couple international de renommée. Bonjour Philippe, Bonjour, Lucie. comme si on venait de se rencontrer ce matin. Bon, dans cette Lucie, je t'ai proposé d'aborder la notion d'émotion en lien avec le développement des sciences. Et je veux tout de suite dire que j'espère que la vidéo va permettre à chaque personne qui l'écoute, qui la visionne, de faire sa propre démarche scientifique en lien avec ce qu'on va partager au sujet des émotions. OK? Je voulais revenir en arrière pour faire un très, très bref historique pour introduire la notion de science parce que, il n'y a pas si longtemps, je te disais que la science, au tout départ, était beaucoup plus holistique, plus en contact avec la nature aussi, en lien avec la philosophie. C'est une façon de réfléchir pour développer des connaissances à partir des observations qu'on a. On appelle ça du naturalisme. Et en physique, du moins, la science est emprisonnée dans le matérialisme. Et toi, et puis d'autres physiciens, vous essayez de la sortir de sa prison. Je te faisais remarquer qu'en psychologie, c'est la même chose. On s'est enfermé dans l'idée que ce qui est observable est valable sur le plan de la science, mais ce qui ne l'est pas n'a pas de valeur scientifique. Donc, on a pris à peu près la même tangente, je dirais. Ça, c'est intéressant. Là, elle vient de dire que ce qui est observable a une valeur scientifique, mais ce qui ne l'est pas n'en a pas. Ça va être intéressant, justement, parce qu'il y a les sciences dures, comme ce dont Philippe va parler plus tard. Et puis, il y a plusieurs autres choses, là, des sciences, la métascience, la métaphysique. Hein? Fait qu'il y a la physique et la métaphysique. Lié au matérialisme. Quand tu vas sortir le grand virage de l'humanité, tu as parlé des 10 erreurs du matérialisme. J'aimerais te donner la parole tout d'abord pour parler de, peut-être pas les 10, mais d'un certain nombre d'erreurs, puis après, j'irai avec les erreurs qu'on a fait en psychologie pour essayer de s'introduire dans une science qui est matérialiste. Tu veux que j'en parle, d'accord. Oui, s'il te plaît. J'ai parlé effectivement de ce que j'ai nommé les 10 commandements du matérialisme. OK. Hein, pour montrer que finalement c'était quand même analogue à une religion. Et concernant les erreurs, je dirais que c'est plutôt les 4 erreurs issues des 4 dogmes des sciences dures. Hein, donc en fait, comme je savais que tu allais vouloir qu'on parle de ça, je me suis fait un petit papier. Et je rappelle brièvement les 10 erreurs, enfin les 10 commandements en question, les 10 croyances matérialistes. D'accord ? Le fait que la nature soit sans but et sans finalité. La nature sans but et sans finalité. Le fait que tout provienne d'un Big Bang, que tout serait construit par la causalité, que la conscience serait un produit du cerveau, que la réalité serait indépendante de nos états de conscience, que le passé ne pourrait pas être modifié, que l'évolution l'évolution est darwinienne, c'est-à-dire que le hasard des mutations, etc. Que nous serions donc des machines biologiques, que la mémoire
les intuitions seraient liées au cerveau et que tous les phénomènes inexpliqués seraient des illusions ou dus tout simplement au hasard, en fait. D'accord? Ça, ce sont les 10 croyances matérialistes. Bon, il parle du darwinisme puis de l'évolution, qui effectivement, c'est très matérialiste, mais dans la théorie de l'évolution, il y a aussi la non-linéarité. C'est-à-dire qu'il y a des mutations qui ont eu lieu à des périodes cruciales, puis il y a eu des transformations, il y a eu fort probablement. Donc, soit que tu es partisan de la théorie linéaire de Darwin, donc le petit poisson qui devient un petit lézard, qui devient un poulet, puis ensuite un être humain, là. Ou ensuite un singe, puis ensuite un être humain. Il y a ça, c'est le côté darwinien. Et puis sinon, ben c'est ça, c'est l'aspect non linéaire, c'est-à-dire qu'il y a eu des fractures, il y a eu des interventions qui se sont passées dans l'histoire, dans nos... Bon, l'Homo sapiens, c'est seulement 300 000 ans, mais 300 000 ans, il y a eu le temps de s'en passer des modifications. Puis aussi, il y a, en astrophysique, il y a des zones, il y a des moments où notre système solaire se retrouve dans des zones où il y a plus de rayons cosmiques, plus de rayons bêta, gamma, alpha, des rayons X aussi. Plus on se retrouve dans des zones de radiation où la génétique se fait modifier. La génétique est plus modifiée, par exemple, que quand le système solaire est dans une zone où il y a moins de rayonnement cosmique. Et j'aime rappeler que moi, je pensais ça, 9 croyances sur 10 nous étaient enseignées à l'école et je ne remettais pas ça en question. Personne ne remettait ça en question à l'époque, à part la 10e qui consiste à ranger tous les inexpliqués dans le domaine de l'illusion ou du hasard. Et en fait, tout ça est issu de 4 dogmes ou 4 erreurs, effectivement. Attends, je vais ajouter quelque chose ici parce que quand il parle du dernier, comme quoi toutes les choses inexpliquées sont du domaine de l'illusion, la métaphysique est à la physique ce que la parapsychologie est à la psychologie. Donc, c'est là où je veux en venir, en fait, Lucie et Philippe. J'aimerais bien qu'on puisse avoir une discussion là-dessus parce que la métaphysique et puis la parapsychologie, c'est des domaines qui sont c'est la pseudoscience, hein? C'est la pseudoscience qui existait bien avant la science, bien avant la psychologie. Et puis, on appelait ça de la mythologie archétypale du côté de la psychologie, etc., etc. Je ne vais pas me perdre là-dedans tout de suite parce qu'ils ont beaucoup de choses à dire, puis on va les écouter. Et là, c'est important, je vais insister là-dessus, c'est important de les rappeler, c'est donc le déterminisme, la causalité, le matérialisme et le hasard. C'est 4 croyances indépendantes. Hein. Le déterminisme, c'est l'idée que tout est déterminé par des lois physiques, donc d'une manière unique. La causalité, c'est l'idée que c'est le futur et le résultat du passé. En fait, la causalité, c'est le karma. C'est action, donc réaction. Karma, le mot karma, c'est ça que ça signifie. Ça veut dire action. Ça ne veut pas dire rétribution de justice cosmique. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut juste dire action, donc réaction. Le matérialisme, c'est l'idée que tout est matière, en fait, ont des particules. Et le hasard, c'est l'idée que tout ce qui n'est pas expliqué par les lois physiques, parce qu'il subsiste une indétermination, en fait, est dû à un hasard fondamental, à un Dieu qui jouerait au dé, en quelque sorte. Voilà. Ça serait évidemment le Dieu inconnu. Chez les Romains, je pense que chez les Grecs aussi, puis même chez les Celtes, il y avait un autel qui était, parce que c'était des polythéistes, eux autres, qui croyaient en plusieurs dieux.
Puis il y avait un autel qui était dédié au Dieu inconnu. Et puis, ce Dieu inconnu-là, c'était le hasard, finalement. C'était celui qui n'a pas de constante ou celui qu'on invoque quand on ne comprend pas. Tu sais. On pourrait l'appeler quantique. Le hasard, on pourrait appeler ça quantique. Quand on n'est pas capable d'expliquer quelque chose, on dit « Ah, c'est quantique. C'est quantique. » Et les croyances, les 10 croyances que j'ai citées sont issues de ces 4 erreurs. La nature est sans but, c'est le déterminisme. Le Big Bang, c'est la causalité, etc. La conscience produit du cerveau, c'est le matérialisme. L'inexpliqué que l'on range dans l'illusion, le hasard, c'est le hasard. L'évolution darwinienne, c'est le hasard, etc. etc. Voilà. OK. C'est super intéressant. C'est pas la première fois que tu en parles, mais ça nous aide vraiment à comprendre que la science physique s'est développée, tu dis, à partir de dogmes qu'on est en train de remettre en question en ce moment et qui nous éclairent sur la réalité. On parle moins, du moins moi j'en ai moins parlé, des erreurs de la psychologie, mais tu vas voir comment c'est relié à ces dogmes que tu as mentionnés là, par rapport au matérialisme, en gros. Alors, une des erreurs qu'on commence à voir, non seulement en psychologie, mais aussi dans d'autres sciences comme en médecine, c'est d'avoir été orienté vers la maladie plutôt que la santé, ce qui est un vrai paradoxe. Alors, il y avait Abraham Maslow qui disait, c'est quand même étrange qu'on ne se soit pas intéressé à ce qui va bien chez les gens en psychologie, alors que, essentiellement, c'est ce qu'on veut faire, aider les gens à être bien. Et la psychologie positive, la psychologie du bien-être, celle qui m'a intéressée, c'est justement orienté vers cette meilleure connaissance des gens heureux pour pouvoir aider les gens qui le sont moins à se sortir de leurs difficultés. Lumineuse, hein? Lumineuse. La balance de blanc là, dans cette image-là, là, c'est incroyable. Elle ne s'appelle pas Lucie pour rien. J'ai fait sa carte du ciel, d'ailleurs, à Lucie. Salut, Lucie! Puis, c'est assez pratique, c'est assez fascinant. Puis, Jupiter, Saturne dans des positions vraiment incroyables, rétrogrades les deux, en conjonction. C'est pas pour rien qu'elle est apparue, elle, sur la scène publique durant la pandémie. Là, voilà. Mais ouais, c'est merveilleux. On va les écouter encore. Donc, orienté vers la maladie, première erreur, plutôt qu'orienté vers la santé. Il y en a une autre erreur qui, je vais en parler, puis je suis assez certaine que des gens vont réagir en pensant que c'est la réalité. Alors, on a confondu l'idée de Freud que le passé déterminait le présent, un peu comme ce que tu mentionnes, en lien avec la causalité. Alors, on a vraiment pris pour acquis cette idée-là qui vient de Freud et qui... OK, bon. Le temps linéaire ne vient pas de Freud. Le temps linéaire, c'est pas un concept qui vient de Freud. En psychologie, il l'a utilisé, mais ça ne vient pas de lui. Ça. Et qui nous a mis dans la tête que nécessairement ce qu'on a vécu avec nos parents, souvent en termes de dysfonction, nous a rendus victimes d'un présent dont on a du mal à se dégager. Voilà. Et ce qui est vraiment intéressant maintenant, quand les gens y pensent un peu, c'est l'évidence même contredit cette idée-là. C'est-à-dire que vous avez une famille de 4 enfants qui ont vécu le même passé, qui vont se retrouver à avoir un présent très différent, ou encore des enfants qui auraient vécu dans des camps de concentration, des orphelinats. Selon cette idée-là, devraient nécessairement être des malades mentaux maintenant. Alors, on a compris qu'il y avait la notion de résilience, de tempérament qui va... dans le fond, elle parle de l'école, subtilement. Là, parce que des camps de concentration, en fait, les écoles, c'est des camps de déconcentration. Donc, forcément que tout l'édifice d'éducation est un espèce de camp de rééducation et puis ça cause des traumatismes. Influencer la trajectoire. Mais l'idée sur laquelle je veux insister, qui est vraiment en lien avec ce que tu présentes, c'est pourquoi ne pas se poser la question maintenant, est-ce que le futur ne peut pas déterminer le présent tout aussi bien que le passé en pensant à ce multivers dont tu parles de temps en temps?
OK. Fait que là, là, ils vont tomber dans le multivers, puis ils vont tomber dans des espèces d'affaires parce qu'ils n'ont aucune compréhension des dimensions et de l'espace, mais c'est pas grave. On les laisse s'exprimer parce que c'est eux autres, c'est des PhD, eux autres, là. Et les gens qui se sont, je dirais, qui ont bifurqué, qui se sont éloignés de la masse, par exemple, là, dans ces dernières années, peuvent se poser la question si leur réaction actuelle n'a pas été influencée par le futur qui est devant eux et qui les interpelle en ce moment. Troisième erreur, c'est l'aspect mécanique ou biologique, bon, en lien avec les émotions dont je veux qu'on parle. On s'est vraiment figuré un être humain strictement mécanique avec une biologie qui détermine tout. Et toute la recherche autour des émotions a tourné justement avec cette idée-là, est revenue à cette idée-là. Et puis, bon, on en parlera tout à l'heure, mais la quatrième erreur, c'est d'avoir pensé que tous les humains sont pareils. C'est en lien avec le déterminisme. Et donc, si tous les humains ont toujours les mêmes symptômes, toujours les mêmes crises existentielles, il y a nécessairement les mêmes traitements qui vont les aider à s'en sortir. C'est l'approche cognitivo-comportementale qui s'est développée après l'approche humaniste, qui est celle dans laquelle j'ai été formée et qui considère au contraire que chaque humain qui est devant nous est un humain unique, avec une situation, une personnalité, une histoire différente des autres et qui nous exige de considérer cette unicité où, quand on veut paraître intelligent, on parle d'idiosyncrasie des individus. Alors, c'est les 4 erreurs. Puis là, je vais revenir aux émotions parce qu'il me semblait que c'était tellement un bon exemple pour remettre en question les sciences. OK. Là, justement, je ne sais pas si vous allez réussir à vous rendre jusqu'au fin fond de la chose, mais à un moment donné, le matérialisme, il va vous parler d'émotions, mais il va vous parler de glandes endocrines. Il faut lire Isaac Asimov, The Human Brain, pour comprendre aussi que les émotions et puis le métabolisme, c'est bien plus complexe que juste... il y a tout un phénomène biologique, là, puis ça, c'est réel quand même. C'est pas, je veux dire, ça a beau être du matérialisme, on peut pas faire comme si de rien n'était. Puis d'ailleurs, à la fin de je pense que je vais le faire en 2 capsules, à la fin de ça, j'ai un plan à proposer pour un camp de réhabilitation, un camp de reconditionnement pour des sociopathes, pour les ramener à leur humanité, là. Parce qu'il y a une façon avec les glandes endocrines, puis avec la psychologie, puis même du behaviorisme, du pavlovianisme, let's go, là, tu sais, j'ai un plan parfait, moi, pour pogner des sociopathes. Parce qu'une émotion, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Oui. Et malgré les efforts qu'on a faits à ramener ça à des aspects biologiques, il y a toujours des choses qui nous échappent. Puis là, c'est important pour moi de distinguer émotion de sentiment. Parce que quand on parle d'émotion, on réfère par exemple à la peur ou à la joie. C'est 2 émotions qui sont assez typiques, qu'on peut rattacher à effectivement des réactions physiologiques. Quand on a peur, on sait, notre cœur débat, on vient avec les mêmes mots. Puis quand on est joyeux, on sourit, on a de l'entrain, on a de l'énergie. Mais quand on essaie d'étudier on pourrait dire des sentiments qui pourraient être considérés comme des émotions plus subtiles, plus sophistiquées, on voit bien que ça échappe à la biologie, comme par exemple le bonheur, la gratitude, l'amour. Bon, ça c'est pas des émotions, déjà, c'est des concepts. Ça, c'est des concepts. Fait que c'est la révérence, la dévotion. Ouais, ça ressemble plus à ça. Puis l'attachement. L'attachement, ça, c'est réel. C'est pas des concepts. Tandis que bonheur, good luck. Puis, ouais, c'est ça. Des sentiments qui sont très complexes et qui réfèrent justement à ce que j'ai appelé l'immatérialité, à quelque chose qui est relatif à une force, quelque chose qui nous dépasse et qui est au-delà de la biologie. Alors, je voulais prendre cet exemple-là pour montrer à ceux qui nous écoutent que les émotions sont un exemple
pour montrer là où on est rendu par rapport à la science. On est des analphabètes des émotions. On est peu apte à les nommer. Et quand on essaie de le faire, souvent, on va tomber dans le mental, puis on va perdre contact avec nos émotions. Alors, je te donne un exemple. Si on est devant des arbres en ce moment, quand on s'approche devant un arbre, on peut être émerveillé, on peut ressentir cette émotion à l'intérieur de nous. Mais si on cherche à se poser la question, bon, est-ce que c'est un pin ou est-ce que c'est une épinette, est-ce que c'est un feuillu? Alors là, on quitte l'émotion. Tu vois, on retombe dans le mental. Alors, c'est pas grave. Et ce qui C'est pas grave, ça. Un arbre, c'est un arbre. Il a son énergie, on peut la ressentir. Et puis, quand on connaît les variétés d'arbres, différencier un sapin d'une épinette, c'est complètement enfantin. On apprenait ça dans Passe-Partout. Pique, 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 aiguille d'épinette, pique, 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 aiguille de sapin. On tombe dans le mental. Les deux, ils fonctionnent toujours. Hein? C'est ça l'affaire. C'est-à-dire que la pompe cœur-cerveau, là, elle fonctionne tout le temps. Ça s'appelle le battement de cœur. Et puis, c'est normal qu'on ait un peu de difficulté parfois à différencier, par exemple, est-ce qu'on est tombé dans le mental? Tu sais, comme si le mental était encore une autre chose qu'on va diaboliser, là, tu sais, comme l'ego. Tu sais, il faut démoniser l'ego, démoniser le mental, démoniser le matérialisme, démoniser tout ça. Je pense pas que ça soit la bonne attitude à long terme, en fait, de démoniser tout ça. Je pense que la bonne attitude, c'est de comprendre les phénomènes, de comprendre comment ça fonctionne. Puis comment les liens se font entre le cœur et le mental. C'est quoi le mental? Quand tu dis mental, c'est quoi? C'est l'intellect, le mental, le supramental, le corps causal, l'atman. Est-ce que c'est l'esprit? Hein? L'esprit, ça, c'est une autre affaire que on dirait que c'est comme à part, tu sais. Donc, il y a toute une confusion au niveau métaphysique par rapport à la terminologie que vous utilisez. Puis, ça aide pas, en fait. Ça aide pas. Puis, vous-même, je pense que ça vous maintient dans une espèce un flou perpétuel qui vous maintient aussi dans une espèce de bonheur perpétuel. Qui me laisse, j'ai envie de proposer l'idée que les prochaines sciences, autant en physique, en psychologie, en médecine, dans les autres domaines, doivent considérer notre incapacité à expliquer les choses et plutôt se diriger vers le ressenti. Qu'est-ce qu'on ressent, puis rester en contact avec ce ressenti. D'accord. Ce dont tu as parlé souvent, d'ailleurs, dans tes présentations. Oui. Bien, soit tu y vas, puis ma prochaine idée, c'est justement revenir à deux notions dont tu as parlé souvent. Les émotions peuvent être en lien avec la non-localité et puis la notion d'intrication. Bon, alors si tu veux ajouter de quoi, vas-y. Ben, je voudrais resituer par rapport à ce qu'on a dit au début, les dogmes, les erreurs, etc. En fait, le fait qu'on soit complètement passé à côté de la nature de la réalité qui est d'abord du ressenti, de la conscience, vient des erreurs dont on parlait tout à l'heure, des dogmes, etc. Et je voudrais quand même expliquer d'où ça vient. Ça vient de l'usage des équations. Parce que l'usage des équations, parce que bon, les sciences dures ont toujours un peu dominé la science. Hein, donc les sciences dures ont été dominées par les équations et c'est toujours le cas aujourd'hui. Une équation ne peut pas fonctionner si on n'impose pas par construction ces quatre dogmes. Je rappelle le déterminisme, la causalité, le matérialisme et le hasard. D'accord ? Le hasard, on va dire que c'est pour passer. Moi, je me demande, le hasard, est-ce que c'est une constante là, dans ton équation? Là, est-ce que le hasard est une constante? Y a-t-il une constante? Ça ne serait pas H pour hasard, parce que la constante H, c'est la constante de Planck qui elle-même est variable. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas où tu t'en vas, mon beau Philippe. C'est dans le domaine statistique lorsqu'on ne peut pas faire autrement. Lorsqu'on ne peut pas faire autrement. Et c'est ça qui a finalement engendré tout
toutes les idéologies qui s'en sont suivies, parce que quand on s'est aperçu qu'on pouvait tout calculer, eh bien, on est tombé dans ce piège du matérialisme. Bon, alors, mais ça, on en parle souvent. Alors, je voudrais juste maintenant dire les choses autrement. Si on remet la statue de la connaissance, on va dire, dans le bon sens, c'est-à-dire si on ne parle plus de la matière, mais de la conscience, à ce moment-là, on peut remettre en question l'idée que nos émotions, nos sentiments proviendraient du cerveau, puisque elles deviennent premières, c'est-à-dire que notre positionnement face au réel va d'abord acter le fait que nous sommes conscients et que donc nous éprouvons des émotions, notamment, et que finalement il s'agit d'expliquer le reste, qui est moins primaire, qui est moins primitif, à partir de là. Bon, déjà, les émotions, ils ne viennent pas du cerveau, c'est le cerveau qui perçoit. Bon, il faut comprendre au départ que l'être humain n'a pas seulement 5 sens. Okay? Déjà, ça, c'est le premier mensonge. Premier mensonge, il faut défaire complètement l'idée que l'être humain a seulement 5 sens. Et puis, on sent toutes sortes de choses, puis justement, ils vont en parler un peu plus tard, probablement dans le 2e épisode, parce qu'on est déjà rendu presque à la moitié. Puis moi, je vais faire un 2e épisode. Et puis, voyons, qu'est-ce que je disais? Attends, je vais le reculer un peu. Qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, on est tombé dans ce piège du matérialisme. Bon, alors, mais ça, on en parle souvent. Alors, je voudrais juste maintenant dire les choses autrement. Si on remet la statue de la connaissance, on va dire, dans le bon sens, c'est-à-dire si on ne parle plus de la matière, mais de la conscience, à ce moment-là, on peut remettre en question l'idée que nos émotions, nos sentiments proviendraient du cerveau. Bon, la nature de la conscience. Quand il dit ça, la nature de la conscience versus la matière, il n'y a pas de différence entre les deux. C'est seulement notre esprit qui fait une discrimination. Toute la matière est consciente. C'est de la conscience. N'importe quoi, je ne sais pas, moi, mon tape électrique, c'est de la conscience. C'est toute de la conscience. La matière, c'est de la conscience. Du minéral au végétal, à l'animal, au fongique, name it, c'est que de la conscience. On est dans la conscience. C'est toute la conscience. On n'est qu'en train d'expérimenter la conscience. Est-ce qu'elle vient du cerveau? Non, elle ne vient pas du cerveau. C'est le cerveau qui vient de la conscience. La conscience a créé un cerveau pour pouvoir s'observer elle-même. C'est ça le but de l'humanité. C'est l'auto-observation. C'est l'observation de soi-même. On est là, on vit dans un monde, puis on observe nos propres comportements. Même chose pour la psychologie. Ensuite, question émotion, c'est ça. Je voulais parler des glandes endocrines, puis du système nerveux, volontaire et involontaire, sympathique et antipathique. C'est une joke. Il y a des émotions qui surgissent en nous de temps en temps. On ne sait pas d'où ça vient. Donc, ça ne vient pas du cerveau. Mais c'est en lien avec... En fait, quand le cerveau, il perçoit les choses, là, il se met à réagir, puis là, il envoie des signaux aux glandes endocrines, aux adrénales, pour l'excitation, pour la peur, pour la survie. Ça envoie des ondes au thymus pour l'amour, pour la dévotion, pour l'ouverture. Ça envoie des ondes à la pinéale, à l'hypothalamus, à la pituitaire, à l'hypophyse, pour un paquet d'affaires là, qui vont affecter non seulement le cerveau, mais qui vont affecter le corps aussi, puis le développement du corps. Donc, de nier le monde matériel, je ne pense pas que ça soit une bonne avenue. Puisque elles deviennent premières, c'est-à-dire que notre positionnement face au réel va d'abord acter le fait que nous sommes conscients et que donc nous éprouvons des émotions, notamment, et que finalement il s'agit d'expliquer le reste, qui est moins primaire, qui est moins
primitif à partir de là. Et est-ce que c'est possible? Voilà la question. Et la réponse, elle est oui. Tout à fait. Et je vais essayer d'expliquer pourquoi. Comment ça, la réponse est oui? Tu viens de rien Est-ce qu'il dire. est possible? Oui, oui. Et la physique nous invite à le faire. Attends, je vais Alors, reculer parce que je comprends pas ce qu'il vient de dire, lui, là. au réel, va d'abord acter le fait que nous sommes conscients et que donc nous éprouvons des émotions, notamment, et que finalement, il s'agit d'expliquer le reste, qui est moins primaire, qui est moins primitif, à partir de là. Et est-ce que c'est possible? Voilà la question. Et la réponse, elle est oui. Tout à fait. Et je vais essayer d'expliquer pourquoi. Ok, Est-ce qu'il ouais. est possible? Oui, oui. Et la physique nous invite à le faire. Alors, pour arriver à poser que la conscience est première et que donc les émotions sont premières, il faut commencer par prendre au sérieux les résultats de la physique moderne qui nous disent que la réalité est une illusion, c'est-à-dire que le réel, là, tout ce qui nous entoure, Ça y n'est est, pas réellement tel qu'il paraît. ça y est. C'est-à-dire que ce qui paraît, c'est une interprétation faite par la conscience de quelque chose qui est un champ d'information. Et voilà qu'on rentre dans quelque chose d'objectif. Si on considère que L'objectif. le réel est un champ d'information que la conscience traduit en temps, en espace et en matière, parce que je rappelle que les physiciens aujourd'hui détruisent le temps, détruisent la matière et détruisent l'espace, c'est-à-dire l'idée que nous avons de l'espace n'est pas conforme à ce que les physiciens découvrent en matière d'espace. L'espace n'existe plus. Je ne vais pas rappeler ça, je ne vais pas rappeler toutes ces choses-là. Et donc, on redevient objectif si on considère que le réel n'a pas besoin, a juste besoin d'être perçu comme réel. Et il suffit que le réel soit perçu comme réel pour être réel. Parce qu'en réalité, ce qui est perçu comme réel, c'est de l'information. Et il ne faut pas confondre cette information avec le réel. C'est la conscience qui interprète le réel en le transformant en espace en temps et en matière. Et donc, on fait une énorme erreur en partant de cette matière pour dire que, par exemple, la conscience est le produit du cerveau. Et voilà. Et à ce moment-là, il reste à savoir à quoi correspondent nos émotions par rapport à ces informations. Et là, je vais te laisser de la parole avant de... Oui, de rentrer là-dedans. Bon, ben, c'est ça. Ben là, je viens d'expliquer là, que finalement, c'est pas la conscience, c'est pas le produit du cerveau, c'est l'inverse. En fait, toute la nature et l'univers au complet, en termes, si on parle d'Atman, hein, on parle de l'âme universelle, pas du panpsychisme, du psychisme absolu, tel que mon ami Francis le nomme. Mais il parle déjà du métavers, puis il parle d'objectivité. L'objectivité, c'est d'être vivant. Tu es conscience et tu fais partie de la conscience, puis tu prends conscience de toi-même, de la conscience. Donc, ça, c'est complètement... Tu peux le faire dans le Jivatman, donc l'âme individualisée, on le vit de façon personnelle, puis de façon subjective. L'ego sert à ça, justement. Il sert à... C'est un espèce de module qui nous permet d'être une conscience incarnée. Et puis, cette conscience incarnée-là, elle nous permet d'apprécier la conscience universelle qui est notre source, en fait. Qui est notre source. Qui est la source de l'univers, puis la source de nos êtres aussi, de nos âmes. Donc c'est ça, il y a beaucoup de confusion là, dans votre discours. Puis là, quand on parle d'objectivité, bien là, la réalité aussi, elle rentre là-dedans. La réalité est là. On ne peut pas faire semblant qu'elle n'est pas là. Puis quand on parle de multivers ou de métavers ou de prends-toi un autre verre, à ce moment-là, ça devient fastidieux, ça devient stupide un peu, puis
Donc, on va arrêter le partage. On est rendu à 16 minutes. J'ai fait la moitié. Et puis, je suis rendu à 34 minutes. Donc, je prends autant de temps qu'eux prennent pour s'exprimer. Puis, ben, je vais faire un deuxième épisode. Et puis, voilà. Merci d'avoir été attentif. Je vous souhaite à tous une super belle journée, un bon automne. Merci.